Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je m'appelle Aline Richard et je suis journaliste, éditrice spécialisée sur la science, sur le site collaboratif entre chercheurs et journalistes qui s'appelle The Conversation France, que vous pouvez facilement consulter sur Internet puisque c'est gratuit. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être l'animatrice, ma foi, de cette soirée au nom très très prometteur, Sous les pavés, la science. Alors quelques mots simplement pour vous dire, pour vous annoncer le programme et le menu. On a prévu donc deux rencontres, deux tables rondes. La première sera un essai et un effort de contexte et d'historique pour qu'on sache évidemment de quoi on parle. Ce sera dans un instant et il y aura une autre table ronde qui suivra sans entracte, j'en suis désolée, mais elle va tout à fait vous passionner puisqu'on va rentrer avec cette seconde table ronde dans le vif du sujet et on va évoquer la science en mai 68 et donc un certain nombre de questions relatives à cette période. Une chose importante aussi que je tiens à vous dire, c'est que nos deux débats seront agrémentés de petits films qui ont été faits en collaboration avec Universcience et l'INSERM sur cette période de 68. Alors on a décidé de pas en mettre trop, il y en aura 4, ce qui est bien puisque c'est des petits films qui font 5 minutes pour laisser tout le temps à la discussion. Voilà, donc je vais appeler donc les premiers intervenants, Julie Pagis et Jean-Pierre Duteuil, à me rejoindre sur la scène. Voilà, installez-vous, vous avez des micros, il y a de l'eau. Voilà, tout va bien. Alors, je vais vous présenter brièvement, en commençant par Jean-Pierre, qui est écrivain et éditeur, et qui est un témoin direct des événements de mai 68, puisque vous étiez à l'époque, Jean-Pierre, étudiant en sociologie, militant anarchiste. Vous êtes toujours militant anarchiste, n'est-ce pas ? Oui, mais vous n'êtes plus étudiant en sociaux. Il a fini ses études, donc vous allez nous parler en fait, des événements de mai 68 à Nanterre, et puis plus largement, surtout ce qui est intéressant, je pense, pour le public, c'est d'avoir un peu un goût de ce qui se passait et d'avoir un peu d'éléments. Alors avec vous, nous avons Julie Pagis. Alors Julie Pagis, vous êtes chercheuse en sociologie au CNRS, et vous avez écrit, vous m'avez dit au téléphone que vous avez travaillé 7 ans, c'est ça ? 6 ans, bon, voilà, 6 ans sur cette période historique, et vous en avez sorti un livre qui s'appelle Mai 68, un pavé dans leur histoire, dont on va parler. Donc le bouquin est sorti en 2014 aux éditions de Sciences Po. Et donc, on va discuter avec vous finalement du devenir de certains des acteurs de 68 que vous avez eu l'occasion de rencontrer pour ce travail. Et on va peut-être s'essayer en tout cas, commencer une certaine déconstruction d'idées reçues qu'on a comme ça sur 68 avec la génération 68. Est-ce qu'on peut voir à la télévision ou dans les films, voilà, pour commencer ce débat, je propose qu'on passe tout de suite un petit premier film qui s'appelle Merde aux mandarins et donc Universcience Unserm. À vous. Brisons les vieux engrenages, je crois que c'était effectivement ce qui portait ma génération à cette époque, quoi. On vivait dans un monde de carcans et tout, il fallait briser ces carcans. Les jeunes que nous étions, si je puis dire, dans les années 60, moi jeune chercheur au CNRS, on avait peu
notre mot à dire sur l'organisation des laboratoires, les orientations scientifiques qui étaient largement, disons, le fait des patrons de labo, les grands patrons. La chape de plomb qui pesait sur la société pesait aussi sur la science. Cette science-là, elle était très conformiste, c'est vrai, parce que c'était un modèle paternaliste de la connaissance et de l'organisation sociale. Je me souviens très bien cette scène médiévale où un jeune externe, c'est-à-dire un jeune étudiant en médecine qui commence à avoir des responsabilités, a un pépin familial assez important et il va voir le patron « Monsieur, est-ce que je peux ne pas venir demain matin ?» Et le patron s'est tourné vers le chef de clinique « Dites-lui que je veux qu'il vienne quand même demain. » C'est-à-dire qu'un patron ne s'adressait pas à un externe, il fallait qu'il passe comme à l'armée. Il fallait qu'il passe par la hiérarchie militaire qui était aussi la hiérarchie sociale. On mettait des blouses blanches, tout le monde, à cette époque-là. Et moi, déjà, je ne mettais pas de cravate. Et le patron du labo, il m'a dit « Mais vous m'agressez en ne mettant pas de cravate. » Et moi, je lui ai répondu du tac au tac « Mais vous m'agressez en mettant une cravate. » Et on avait comme ça des petits gestes, des petits signes qui étaient de la rébellion anti-hiérarchique. Mais 68 s'explique probablement un peu par cette contestation de l'autorité, y compris d'ailleurs dans la recherche. Maire de Mandarin, meeting le 9 à 17h30. J'étais à ce meeting, effectivement, maire de Mandarin. On a établi un dialogue extrêmement fructueux avec certains de ces mandarins qui sont fustigés là et qu'on fustigé, c'est-à-dire certains profs qui étaient, eux, pas individuellement attachés à leurs privilèges et à leur pouvoir. Je dois dire pour ma part que je partage leur opinion sur bien des points. Mais pas dans toutes leurs revendications. Il en est qui ne sont pas soutenables, comme je l'ai déjà indiqué. Après mai 68, en quelques mois, tout a été bouleversé. On a changé nos relations dans les services hospitaliers, dans les administrations. Les patrons ont été secoués dans beaucoup d'endroits. Ils se sont souvent crispés, donc les rapports ont pu être tendus. Et tout ça a donné lieu à des épisodes qui ont été racontés dans ce bulletin qui s'appelait Labo Contestation. Le numéro 1 de Labo Contestation, c'était des petites histoires de vie quotidienne dans les laboratoires qui étaient rendues anonymes. Et ce qui est marrant, c'est que des tas de gens se sont reconnus dans des histoires en étant sûrs qu'il y avait leur nom derrière, alors que ça venait d'une autre ville. Les retombées de mai 68, c'est que très rapidement, après avoir participé à des grands labos, on a décidé de créer une espèce d'équipe de recherche autogérée avec un certain nombre de collègues. C'était d'abord un mouvement anti-mandarin, montrer qu'on était capable de faire de la science. Et d'une certaine façon, on y est arrivé. Je suis devenu un mandarin moi-même. Voilà. Alors, on n'employait plus le terme mandarin, mais je suis devenu professeur, chef de service, directeur d'unité de l'INSERM, membre de l'Académie nationale de médecine, donc ce qu'on appelait à ce moment-là un mandarin. Je suis néanmoins toujours aussi révolté, je peux le dire, contre le système mandarinal. À un moment, ça s'appelait militant institutionnel, quoi. Enfin, c'est-à-dire montrer qu'il était possible de changer l'institution en allant pour aller vers un monde plus démocratique, plus ouvert. Y'en a marre du capitalisme, y'en a marre du paternalisme, y'en a marre du gaullisme. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Voilà pour ce film. On va continuer le débat pour reprendre le slogan final. Je vais m'adresser à Jean-Pierre Dutheil.
Alors, je pense que ça marche. Ça marche ? Ouais, Oui. ça marche très bien. C'est parfait. Donc, Jean-Pierre, comme je disais tout à l'heure, vous étiez étudiant en sociologie à la fac de Nanterre. Vous êtes très proche des frères Cohn-Bendit et vous faites partie du mouvement du 22 mars. Que se passe-t-il ? Alors, je suis rentré à la faculté de Nanterre, je dois préciser, pas en 68, mais en 64. C'est-à-dire à l'ouverture de la faculté, à l'époque où la faculté, c'était seulement 1000 étudiants et un bâtiment, plus un bâtiment de... C'est important parce que j'ai suivi toute l'évolution. Par rapport au débat, pour rebondir sur ce qui est dit sur le mandarinat, bien entendu que si la révolte étudiante a eu lieu aussi à Nanterre, c'est aussi contre le mandarinat. Mais ça me paraît quelque chose de relativement secondaire. En tout cas, il y a un paradoxe à Nanterre. C'est que quand la faculté s'est ouverte, ce n'était pas une fac expérimentale dans le sens où on a pu l'être ensuite Vincennes ou Saint-Denis, mais quand même, il y a des enseignants qui ont choisi d'aller là parce qu'ils avaient l'idée que peut-être on pourrait faire autre chose, qu'il y avait des choses à casser dans le système professoral et de rapport avec les étudiants. Donc c'était une faculté probablement où le rapport hiérarchique et le mandarinat étaient plus faibles que par exemple dans la vieille Sorbonne. Et pourtant, c'est là que la révolte a eu lieu, que la critique du savoir, la critique de l'institution s'est le plus développée, alors qu'on aurait pu éventuellement penser l'inverse, à savoir que c'était dans les endroits où c'était le plus structuré depuis des dizaines d'années et depuis le siècle dernier. Eh ben non, ça s'est passé à Nanterre. Alors, donc il faut chercher aussi d'autres raisons au fait que ça s'est passé à Nanterre. Et une de ces raisons, c'est le fait que c'est le premier campus en France. C'est-à-dire un lieu où tout est neuf, sauf évidemment le bidonville, sauf le terrain militaire qui lui est vieux. Mais les étudiants qui arrivent là n'ont pas les repères que n'importe quel autre étudiant peut avoir dans une université qui existait auparavant, comme à la Sorbonne, et en particulier, il n'y a pas de cadre politique, il n'y a pas une histoire politique, il n'y a pas une histoire syndicale. Et que donc, comme par ailleurs, il n'y a pas non plus de lieu culturel, il n'y a pas de lieu de rencontre, tout est d'une certaine manière à créer. Et comme il y a peu de gens, peu d'étudiants, peu de monde dans chaque groupe politique, au sentiment d'appartenance à une idéologie, à un groupe, va se rajouter un sentiment d'appartenance à une communauté nanterroise de gauche, d'extrême gauche, révolutionnaire. C'est-à-dire que chaque chapelle n'est pas suffisamment étoffée pour en faire un lieu de vie vivable quand on habite en dehors de Paris, qu'il n'y a pas de bistrot, qu'il n'y a pas de resto, qu'il n'y a pas de cinéma. Et donc, il va se créer une espèce de communauté, une amitié entre un certain nombre de gens qui va faire que les querelles byzantines entre les chapelles vont être dépassées. C'est un élément qui me paraît important pour expliquer le paradoxe dont je parlais. Par rapport à la critique du contenu de l'enseignement, il y a une différence qui est assez nette par rapport à ce que pouvait être ce qu'on appelait à l'époque la gauche syndicale, ce qu'était le syndicalisme étudiant. C'est-à-dire le syndicalisme étudiant, il s'attaquait justement au fait que les étudiants n'étaient pas suffisamment pris en compte, consultés pour l'organisation des études, etc., qu'il y avait trop de hiérarchie, qu'il y avait trop de sélection, et le syndicalisme étudiant, il se basait là-dessus. La chose différente qu'il va y avoir à Nanterre, et qui est, je pourrais y revenir rapidement, qui est liée à deux choses, qui est cette communauté, mais aussi la présence d'un groupe anarchiste qui travaille sur les questions de l'enseignement et qui montre que les clivages de classe traversent aussi le milieu étudiant. C'est-à-dire, c'est le premier groupe, c'est le premier lieu où on affirme qu'il n'y a pas d'intérêt commun à tous les étudiants. Et ça va être repris très largement par le mouvement du 22 mars. Et ça implique donc de dire que ce mouvement du 22 mars, dont on parle beaucoup, et qui a été très important, il était quand même minoritaire parmi les étudiants. D'accord. Puisqu'on parle le film parlait des mandarins, quid des mandarins de Nanterre quelle était la posture de vos profs? Alors, un certain nombre d'enseignants sont venus à Nanterre, comme je l'ai dit, parce que c'était une fac nouvelle. Il y a eu des professeurs comme Henri Lefebvre, Baudrillard, René Loureau et d'autres, qui n'étaient pas des figures types du mandarinat, qu'ils étaient certainement des mandarins à leur façon. Mais enfin, c'est ce que j'appelais comme des choses beaucoup plus
libéral, beaucoup plus contestataire, dans lequel on pouvait davantage parler. Mais cette parole, elle a servi non pas à conforter l'université telle qu'elle était, mais à en faire la critique, et la critique du contenu. La critique du contenu, pas seulement la critique du fonctionnement, pas seulement la critique des formes. Et ça s'est retrouvé après mai, à Nanterre, parmi les gens du 22 mars. Il y a eu, pas parmi les gens du 22 mars, parmi les étudiants, il y avait une partie des étudiants qui se sont fondamentalement intégrés dans la reconstruction de l'université à travers la loi Edgar Faure. Mais les gens du 22 mars, enfin, je dirais, on s'en foutait royalement de la réforme de l'université. C'était pas notre problème, quoi. Voilà. Et donc là, il y a eu quand même des clivages aussi dans le corps enseignant. Bien sûr qu'il y avait des mandarins, quelques mandarins. Mais enfin, pour tout dire, quand même, le doyen, c'était quand même quelqu'un de gauche, un ancien résistant. Voilà, c'était pas une figure réactionnaire du mandarinat classique. Alors si on essaye d'aller un petit peu plus loin et effectivement d'aborder la question de la critique de la science sociologique et de la science historique, comment ça s'est passé? Est-ce que vous disiez qu'en fait il y a un certain nombre d'étudiants, pas tous, qui s'intéressaient à ça? Qu'est-ce que ça a produit, ça? Ça a produit, par exemple, alors je vais donner un exemple, hein, c'est en sociologie. Ça a produit la découverte qu'on était en train, dans une période historique, de passer d'une sociologie spéculative, qui était finalement une branche de la philosophie, hein, à une sociologie comptable, pratique, qui était née aux États-Unis et qui devait servir, c'est l'exemple qu'on donne dans le texte « Pourquoi des sociologues », qui devait servir non pas à réfléchir sur la société, mais à organiser le travail des travailleurs de façon à ce qu'ils soient plus rentables. Hein. C'est le sociologue Maillot, etc. Et il y a toute une partie des sociologues français qui étaient complètement de ce courant-là. C'est-à-dire comment faire rentrer, on dirait maintenant la modernité, comment faire rentrer la sociologie dans la modernité. La modernité consiste autant toujours à mieux organiser le capital pour rationaliser le travail. Bon. Je vais passer la parole à Julie dans un instant parce que ça va être intéressant de débattre un peu de science finalement. On est là pour ça. Juste peut-être une précision historique de quand date ce texte qui s'appelle Pourquoi la sociologie? Je vais y arriver. Pourquoi des sociologues? Oui. Ça date de fin 67. Fin 67. Dans l'hiver 67. D'accord. Et qui l'avait écrit? On était 4. Vous étiez 4. Cohn-Bendit, moi, le Granotier. D'accord. Et vous en avez fait un tract. Ça a été diffusé de quelle manière? On l'a imprimé, ce qui à l'époque était c'est pas René-Oté. On l'a imprimé, on l'a diffusé massivement à tout le monde, quoi. Ça a fait un petit scandale parce que il était pas si mal écrit que ça, quoi. D'accord. On l'a fait relire par des spécialistes. Alors Julie, est-ce que vous l'avez lu, je suppose? Qu'est-ce que vous pensez? Après, on va parler des parcours, hein, parce que ça nous intéresse tous beaucoup. Mais parlons de ce métier de sociologue et de la façon dont il a été finalement perçu en 1968 et après. J'essayais justement, en t'écoutant Jean-Pierre, de me rappeler ce fameux slogan qui disait qu'une fois qu'on aurait pendu le dernier des bureaucrates avec les tripes du dernier sociologue, on se porterait mieux. Alors, c'est peut-être pas mot pour mot, mais ça faisait partie des slogans qui ont pu être scandés ou écrits à la Sorbonne, à côté de « Professeur, vous nous faites vieillir ». Effectivement, la sociologie en 68 était très mandarinale, était incarnée par un certain nombre de figures qui passent à côté, qui ne comprennent pas le mouvement, très mandarinale. Il y avait l'école de Haron, avec effectivement, était placée au CNRS, des maîtres assistants, il y avait des cours, effectivement. Donc, comme pour d'autres disciplines, hein, on l'a vu là beaucoup pour la médecine notamment, mais la sociologie n'échappait pas à ce fonctionnement très hiérarchique, très masculin et très autoritaire. Et du coup, effectivement, ces critiques de la sociologie dans l'état où elle était est compréhensible. Néanmoins, il y avait quand même déjà, mais sauf que Pierre Bourdieu, en 68...
et le labo autour de Pierre Bourdieu, hein, qui va devenir plus tard le centre de la sociologie européenne et où va se développer toute la sociologie critique, qui va être impactée par 68, j'y reviendrai sûrement après. Oui. En 68, Pierre Bourdieu, en ce moment, on est en train de travailler sur des archives, a un regard sympathique, mais en fait, il est quand même aussi déjà, âgé aussi. Il y a des questions générationnelles qui fait qu'il porte un regard sympathique, mais en gros, c'est quand même sympathique, mais un peu paternaliste. Ouais, quand même. ouais. Alors, une question à Jean-Pierre et puis aussi à vous, Julie. Projetons-nous dans la peau d'un étudiant au début des années 60. Pourquoi on a envie de devenir sociologue? Pourquoi on fait des études de sociaux? Est-ce que j'ose le dire? Parce oui. que c'est là qu'on travaillait le moins. Ah, voilà. Faut être honnête. Et en plus, c'était pour beaucoup d'étudiants qui avaient fait plutôt philo ou des choses comme ça correspondait mieux à une génération, à une petite minorité de gens qui étaient déjà politisés. C'était la réflexion, évidemment, sur la politique, sur la guerre d'Algérie, tenait plutôt vers des disciplines non scientifiques, pardon. Oui, et puis, bon, l'idée qu'on aurait du temps libre. D'accord. Pour militer. Julie. Je voudrais rajouter que quand même, donc après avoir dit le regard que Pierre Bourdieu portait sur le mouvement, il faut par contre dire l'importance des travaux de Pierre Bourdieu et notamment la publication en sociologie de l'éducation, la publication des héritiers qu'il a écrit avec Passeron, qui documente en gros la participation du système universitaire à la reproduction sociale. Ouais. Et donc cette publication des héritiers en 64-65 va jouer un rôle important dans la politisation d'un certain nombre de futurs 68ards sur lesquels j'ai été amenée à travailler, et notamment va parler cette sociologie qui dévoile la participation du système universitaire à la reproduction des inégalités sociales, donc le rôle de l'école dans cette reproduction sociale. Ce livre va être très important dans la politisation d'une partie des futurs 68ards, ceux que j'ai appelés les intellectuels de première génération, c'est-à-dire celles et ceux qui sont les premiers de leur famille à obtenir le baccalauréat et à faire des études supérieures, et qui en fait vont être extrêmement nombreux dans ce mouvement de mai-juin 68, contrairement à tout ce qui a été dit sur les 68ards, ce sont des enfants de bourgeois déclassés. Et l'enquête que j'ai menée pendant effectivement 6 ans sur un grand nombre de 68ards, ça permet de réfuter ce genre d'interprétation qui était véhiculée médiatiquement, mais qui était aussi partagée par un certain nombre de chercheurs, comme quoi ce serait le déclassement social qui entraînerait la frustration et donc le fait d'être révolutionnaire. Ouais. Ce schème un peu réactionnaire par ailleurs avait déjà été critiqué, mais l'enquête empirique permet, moi je constate, j'en ai pas en fait de ces, ou très peu, sur les plus de 200 avec lesquels j'ai travaillé, de ce profil d'enfants de bourgeois déclassés, alors que des intellectuels de première génération, j'en ai énormément. D'accord. Avant de parler justement de ces parcours et de ce qu'on peut en dire de façon empirique, dites-nous quelques mots de la façon dont vous avez travaillé. Alors, je voulais, au début de ma thèse, au début des années 2000, déconstruire le lieu commun d'une génération de 68ards qui serait bien reconvertie, qui aurait retourné sa veste et qui occuperait aujourd'hui les postes du pouvoir dans le champ littéraire, médiatique, etc. Pour des raisons notamment autobiographiques, mes parents étant eux, partis élever ils ont démissionné de leur travail à Marseille, ils sont partis élever des chèvres au pied du Mont Ventoux, et ils y sont restés, ils y sont toujours. Donc, bon, il me semblait qu'ils n'étaient pas au poste du pouvoir et qu'ils ne devaient pas être les seuls, et que donc, il y avait eu une construction médiatique de cette génération, supposée génération 68, et je voulais réhabiliter une histoire plus complexe et qui me semblait qui allait être forcément plus complexe. Et du coup, pour ce faire, je savais en fait ce que je ne voulais pas. Je voulais pas travailler parce qu'en fait cette histoire elle a été reconstruite par une poignée de porte-parole autoproclamés. On pense à Daniel Cohn-Bendit ou à Serge July, qu'on fait comme si tous les 68ards avaient un peu eu leur trajectoire alors qu'ils sont pas du tout représentatifs de cette masse des anonymes. Donc je savais que je ne voulais pas travailler sur des porte-paroles, je ne voulais pas travailler que sur des Parisiens ni que sur des étudiants, puisqu'en fait dans cette reconstruction de la mémoire de 68 ont été gommés plein de pans des événements, le pan ouvrier, le fait que c'était la plus grande grève générale du XXe siècle, etc., etc. Je savais ce que je ne voulais pas. Après, je voulais travailler sur un échantillon par contre conséquent et
et qui puisse faire de la science. Et donc, pour ce faire, il fallait que je construise méthodiquement un échantillon. Or, il n'y a pas de wouzou des anciens 68 arts, et pour cause. Et donc, il y avait, après m'être creusé la tête, il n'y avait pas moyen de faire un corpus témoin, comme diraient les sciences dites dures. Mais néanmoins, donc moi, ma façon de construire l'échantillon, ça a été finalement de passer par la deuxième génération. Et donc, je suis passée par 2 écoles primaires expérimentales, mais publiques, une à Paris, une à Nantes. Et c'est à partir des registres dans lesquels, en fait, un certain nombre de 68 arts et de 68 arts ont scolarisé leurs enfants dans les années 70. Et c'est à partir des registres d'anciens élèves que j'ai photocopiés, auxquels j'ai pu accéder, que j'ai pu après mener une enquête de détective. J'ai dû passer plus de 3000 coups de téléphone pour retrouver tout le monde, tous ces gens-là en France. Et donc, au final, j'ai pu, donc, pour répondre aussi à la méthodologie, j'avais construit 2 questionnaires, un pour les anciens 68 arts, un pour leurs enfants scolarisés dans ces écoles. Oui. J'en ai envoyé plus de 600 et il y en a 350, un peu plus de 350 qui m'ont été retournés et qui étaient traitables. Donc ça, c'est pour la partie statistique, quantitative de l'enquête, parce que je voulais quand même objectiver un certain nombre de choses, pour montrer cette diversité des effets de 68 sur les trajectoires de celles et ceux qui avaient participé. Il me semblait que ça pouvait être important d'objectiver un certain nombre de choses. Et en même temps, parallèlement, j'ai mené des récits de vie, donc dans une approche beaucoup plus qualitative et compréhensive, avec 89 d'entre eux, en me déplaçant chez eux et en les faisant me raconter leur vie, ce qui durait entre 1h30 et 2 jours, puisque c'est une population bavarde. Et donc après, voilà, dans le livre, j'essaye de toujours articuler l'approche quantitative et l'approche par récit de vie beaucoup plus compréhensive. Jean-Pierre, qu'est-ce que vous dites, vous, de cette espèce de, comment on pourrait dire, pipolisation, finalement, des Cohn-Bendit, des Gesmar, qui effectivement ont pu... Il y a un discours qui est sur 68 et qui vient de ça. Bon, bah, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qu'a fait Julie. Je dirais simplement que 68 arts, ça ne veut rien dire. Que pour moi, les 68 arts, c'est aussi les 8 millions de grévistes. Oui. Et que, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu 8 millions de personnes qui sont devenues passées d'ouvriers à cadre supérieur ou à journalistes universitaires. Puis point final sur cette histoire-là, quoi. Je veux dire. Alors évidemment, c'est venu d'un bouquin qui s'appelle Génération. Oui. Hein, qui a été le premier grand livre sur 68 et qui a accrédité. Ils l'ont voulu ou pas voulu, j'en sais rien. Ils ont fait une analyse qui n'est pas inintéressante sur un milieu, mais c'est de là qu'est sortie cette idée que c'était des sagas individuelles, 68. Et alors là, évidemment, on peut toujours en trouver qui ont fait ceci, cela. C'est rigolo parce que les anniversaires de 68, ils parlent d'abord de la période actuelle. On ne parle pas des mêmes choses suivant la période. On parle beaucoup plus des luttes ouvrières depuis 10 ans parce qu'il y en a en ce moment. On n'en parlait pas en 81 parce qu'elles étaient mortes. À tel point que le bouquin emblématique de 68, c'est le bouquin de Logoff qui dit « Je ne parlerai pas ni des ouvriers, ni des syndicats, ni de la province ». Et il fait 600 pages quand même. Tout, point final, quoi. Et alors, lui, c'est conflit de génération. Voilà. Alors, bon, pour moi, le conflit de génération, c'est soit quelque chose qui... il y en a toujours des conflits de génération, mais c'est pas ça qui explique du tout 68. Quoi. Pour moi, c'est... Julie ? Oui, ça me permet de rebondir. Cette histoire de conflit de génération, là aussi, il y avait des interprétations psychanalytiques des événements qui disaient que c'était la rébellion de jeunes contre leurs parents. Et une fois de plus, l'enquête empirique auprès de plus de 200, parce qu'au final, j'ai travaillé sur 170 familles, donc plus de 268 arts. L'enquête permet de documenter, au contraire, le poids des transmissions familiales. Poids des transmissions familiales politiques, puisqu'un certain nombre d'entre eux et d'entre elles sont enfants notamment de syndicalistes de la CGT et ou de militants du Parti communiste. Donc là, c'est la matrice de la transmission familiale du militantisme, sur laquelle je passe vite parce qu'elle est pas très étonnante, si ce n'est quand même qu'elle documente l'importance des transmissions familiales, mais aussi des transmissions familiales religieuses. Et cette matrice de l'engagement que j'ai pu mettre en évidence, elle était moins documentée. C'est un certain nombre de futurs 68 arts qui en fait sont socialisés au militantisme dans des familles catholiques pratiquantes, puis par le scoutisme, et puis par des organisations religieuses d'encadrement de la jeunesse, les JAC, les JOC, les GEC, Jeunesse ouvrière chrétienne, Jeunesse agricole catholique. Et donc, en fait, ils sont socialisés au collectif, au militantisme religieux, et puis il va y avoir une conversion de leurs engagements religieux en engagements politiques au cours des années 60, notamment tout ce qui est autour du tiers-mondisme et des luttes anti-impériales, alors évidemment avec la lutte contre la guerre d'Algérie, et beaucoup après avec la lutte contre la guerre du Vietnam.
Donc voilà, ça permet aussi de montrer l'ampleur des transmissions familiales et leur rôle dans la socialisation politique des futurs 68 arts. Oui, tout à fait. On va continuer à évoquer donc peut-être aussi des histoires et des individus. Je vous propose, et on va notamment parler de l'implication des femmes dans le mouvement, parce que je crois que c'est quand même dans votre bouquin un des points importants. Et à ce sujet, je vous propose de regarder un deuxième film qui s'appelle Bonne à tout faire et qui est de cette série que l'on regarde ce soir. Quelque chose que j'ai perçu très très vite dans ma vie professionnelle, c'est qu'il fallait se garder de plaire. J'avais des stratégies comme m'habiller de façon très neutre et très sévère. C'était une façon de déjouer le jeu social qui attendait la femme un tout autre rôle. On se cherchait une cause et on a trouvé celle des femmes. On a trouvé qu'effectivement, il y a des choses qui n'allaient pas. En principe, on était égalitaire, c'était l'égalité en principe, et pourtant, il y avait par exemple très peu de femmes dans la recherche, parmi les scientifiques. On m'avait dit toute ma scolarité que j'étais une littéraire pure, alors qu'en réalité, j'étais attirée par les sciences, mais ce n'était pas fait pour moi parce que j'étais une fille. J'ai eu très tôt le sentiment que la société était faite pour que je sois une femme à foyer, que je ne gagne pas ma vie et que je ne sois pas indépendante. Moi, j'ai travaillé en physique théorique. Je me sentais un peu un monstre. Parce que les hommes me regardaient, mon Dieu, une femme qui fait de la physique, et même de la physique théorique, c'est-à-dire de la physique mathématique, quoi. Moi, j'ai vécu vraiment dans une grande solitude. J'étais très souvent la seule femme dans un monde vraiment très masculin et où finalement, il me disait « avec toi, ça va parce que tu as un cerveau d'homme ». Donc c'est là où moi j'ai commencé donc un militantisme féministe, mais à l'époque je n'osais pas dire féministe, jusqu'à ce qu'il y a mai 68 qui éclate. Il y a un art révolutionnaire qui est en train de se faire, et comme l'a dit fort bien le camarade... Nous avons décidé de faire des réunions dans les amphis pour propager notre problématique. On entendait toujours la même chose, c'est-à-dire il y a les contradictions principales et les contradictions secondaires. La contradiction principale, c'est celle des ouvriers et des patrons. Quand celle-ci sera résolue, on s'attaquera au problème des rapports entre les hommes et les femmes. Et nous, évidemment, on ne voulait pas de ça. Le MLF a amené une deuxième révolution, après celle de mai 68, qui était vraiment dans la lignée de ce que j'appelle la révolution psy. On remarque que hommes et femmes sont très profondément affectés à l'intérieur d'eux-mêmes, depuis leur naissance, par le fait qu'ils soient hommes et femmes. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? Oui, ça fait 9 ans. C'est-à-dire que vous ne parlez pas salaire avec les hommes qui... Non, non, pas du tout. Mais ils sont tous un peu vos chefs aussi, non? Un petit peu, oui. Vous pensez que c'est fréquent dans les laboratoires, ça? Ah oui, quand même, c'est quand même plus logique. C'est la Grèce, c'est la Grèce, c'est la Grèce des femmes, c'est la Grèce, c'est la Grèce, c'est la Grèce des femmes. On est bien réunis et plus besoin d'eux, on peut enfin s'aimer entre nous, c'est mieux. La première chose où on a vu que ça y est, ça éclatait, ça a été une réunion. On pense qu'il faudrait rallier la majorité des femmes. Oui. On a des idées de slogans. Oui. On a aussi l'idée d'où ils partiraient éventuellement. Oui. Il se passait des choses qui ne s'étaient jamais passées avant, quoi. Donc moi, je me suis dit, effectivement, il faut qu'on reste entre femmes, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est de là que ça date. Pour moi, le MLF, c'est de cette rencontre-là. On a été offensif parce qu'on a créé des mots. Sexisme,
machisme, très important. Le mot sexisme, c'est fondamental. Avant, on ne nous écoutait pas, et puis voilà, on a créé des mots. Donc ça a été une étape où on a commencé à mettre des mots sur ce qui se passait. Féministe ne suffisait pas. On a fait quand même quelques progrès, puisque maintenant, on peut plus être soi, comme femme. La première étape, ça a été que les femmes participent à la société. Ça a été le vote, la bataille du vote. Ensuite, la deuxième étape qui a été très importante, alors, c'est celle du MLF, celle de l'avortement, c'est-à-dire notre corps nous appartient. C'était énorme aussi. Et maintenant, je suis ravie parce qu'il y a une troisième étape qui commence. Y'en a marre du capitalisme, y'en a marre du paternalisme, y'en a marre du gaullisme. Voilà donc ce film Bonne à tout faire. Alors peut-être une question pour vous. On a tous remarqué que parmi tous les leaders, on parlait des leaders de mai 68, il n'y avait pas de femmes. Est-ce que, au sein du mouvement du 22 mars, c'est une question qui se posait ou est-ce que c'est venu après? Bah, c'est forcément venu après, puisque le 22 mars, ça a duré 3 mois. Oui, certes. Donc, vous, en 3 mois, on peut parler des femmes quand même, non? Oui, non, mais le problème du 22 mars, c'est que c'était quand même un truc assemblé. Il y avait évidemment une proportion de femmes plus importante, ouais. Mais la distribution des rôles était exactement comme dans la société, en gros. C'est-à-dire au niveau des prises de parole, au niveau de tout ça. Par contre, au niveau de la présence, il y avait probablement plus de femmes dans les groupes politiques de Nanterre que dans ceux d'ailleurs. D'accord. Parce qu'il y a une raison à ça ou... La communauté dont j'ai parlé tout à l'heure, oui, le fait d'être obligé de vivre ensemble avec la cité universitaire, etc. Le combat pour la cité universitaire, qui, contrairement à ce qu'on dit, c'était pas une histoire de dortoir des filles, comme on veut nous le dire. C'était simplement la libre circulation. Bon, voilà. Ouais. Probablement le fait de vivre ensemble introduisait davantage cette présence. D'accord. Mais pas la division du travail, évidemment. Oui, très bien. Julie, je vous entendais fredonner la chanson des féministes que vous avez l'air de connaître sur le bout des doigts. Je l'ai jouée à la trompette au théâtre de l'Odéon lundi dernier, voilà. Dans une soirée sur l'esprit de 68 où les CRS gazaient des étudiants dehors. Voilà. Donc c'est un autre problème. Mais commémorer aujourd'hui mai 68, je trouve que c'est compliqué. Voilà, c'est certainement compliqué, mais vous auriez dû venir avec votre instrument de musique, ça nous aurait fait bien plaisir. Bon, parlons des parcours féminins et des parcours féministes des 68 arts de... Oui, peut-être pour rebondir sur le film, ce qu'on ne voit pas quand on entend les femmes chanter l'hymne des femmes debout sur le champ des marais, en fait, c'est pas 68. Hein. Les mouvements féministes de la seconde vague, c'est effectivement à partir de 1970. Oui, on est d'accord. Mais par contre, ce n'est pas du tout sans lien. Effectivement, là, quand on va voir, quand on suit des trajectoires, ça me permet d'ailleurs je vous ai parlé de 3 matrices différentes de l'engagement en 68. La dernière, dont j'avais pas parlé, elle est propre aux plus jeunes enquêtés du corpus, étudiants et notamment aux femmes, et là qui vivent des révoltes mais individuelles, révoltes contre l'ordre patriarcal, contre l'ordre conjugal, contre l'ordre familial, contre l'ordre traditionnel, vécues sur le mode quasiment de la culpabilité, de choses qui ne se disent pas, et en fait ces femmes-là vont se politiser avec la crise politique, un peu comme le dit Jacqueline Feldman. Et donc, la prise de conscience politique se fait vraiment à ce moment-là. Mais il faut du temps. Et donc, à ce moment-là, mai 68 n'est pas du tout un mouvement féministe. Comme l'a dit Jean-Pierre, les prises de parole... Enfin, le mouvement de mai 68 est effectivement à l'image du champ politique à cette époque-là. Mais par contre, nombre de femmes me disent en entretien qu'à ce moment-là, il y a la prise de conscience qu'elles ne sont pas seules, que ce qu'elles pensaient être des problèmes, je pense vraiment à une femme qui était mariée, qui me dit bah, « ça n'allait pas dans mon couple, je pensais que j'avais un problème ». Et donc voilà, il faut du temps aussi pour se rendre compte qu'on n'est pas seul et que c'est peut-être politique. Et donc un certain nombre d'entre eux et d'entre elles, alors pour certaines, après quelques mois ou années de militantisme dans des organisations d'extrême gauche, quand elles disaient la contradiction première-secondaire, il y en a aussi qui vont construire les mouvements féministes parce qu'elles s'aperçoivent
s'aperçoivent en militant dans certaines organisations d'extrême gauche qu'en fait on veut changer le monde, mais que la domination masculine, elle n'a pas été changée même au sein des groupes militants. C'est la contradiction secondaire. Voilà, et donc elles vont quitter pour un certain nombre d'entre elles, pas toutes, hein. Il y a celles qui restent et qui font, comme par exemple les FT, les femmes travailleuses en lutte, c'est un groupe qui reste au sein de la Ligue communiste révolutionnaire trotskiste, mais qui font des réunions non mixtes. Donc il y a celles qui restent, qui créent des sections femmes syndicales, politiques. J'ai rencontré les commissions femmes du PSU, etc. Et il y a celles qui quittent ces organisations et qui vont créer le MLF, où, là on n'en a pas entendu parler, j'en ai rencontré beaucoup qui participent au MLAC, le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception, et donc qui vont participer à ces mouvements féministes qui me semble, surtout à l'heure actuelle, quand on parle des différents héritages, qui me semble essentiel, puisque évidemment, ça permet la contraception, parce que la loi Neuwirth, c'est 1967, mais bon, le temps que les décrets d'application sortent, en 67, il n'y avait pas d'indépendance sexuelle des femmes. Donc c'est vraiment l'après 68, et évidemment la loi de 75 avec le droit à l'IVG. Et donc oui, une partie de ces 68 arts anonymes sur lesquels j'ai travaillé, notamment les plus jeunes et évidemment une majorité de femmes, participent massivement au mouvement féministe et aussi à la rénovation critique du quotidien. C'est-à-dire c'est aussi celles qui vont dire, il y avait aussi un slogan en 68 à la Sorbonne qui est, alors là aussi je ne me rappelle pas mot pour mot, mais c'est qui parle de révolution sans vouloir la faire dans le quotidien, a dans la bouche un cadavre. Et donc c'est celles et ceux qui vont importer le militantisme dans la sphère familiale et scolaire aussi, et s'attaquer aux rapports de domination parents, hommes-femmes, mais aussi parents-enfants. Et donc ils vont redéfinir de manière critique les rôles féminins, hein, parce qu'avant, quand même, il faut rappeler qu'avant 68, comme rôle féminin, c'était épouse, fille ou mère, desquelles on attendait soumission, chasteté et obéissance. Voilà, et puis pour parler du milieu universitaire, il y a cette expression qui est bas bleu, qui date aussi des années 60, où les femmes se voyaient dénier le droit d'avoir une production intellectuelle. Peut-être. Sois belle et taise-toi pour les thésards. Et en même temps, du coup. Ah, je la connaissais pas. Voilà, c'est la mignonne. Sois belle et taise-toi. Et en même temps, on dit toujours avant 68, je me permets, désolée pour la personne, c'est que ce soir déjà, je suis la seule fille sur 5 invités. Et il y a un des invités hommes qui est arrivé et qui n'a serré la main qu'aux hommes présents. Voilà, c'est juste pour dire. Et dans le premier film, dans le film sur les femmes, on voit plein de femmes. Mais dans le premier film, on ne voyait qu'une femme. Donc c'est un combat de tous les jours et c'est pas du tout gagné. Et c'est pas gagné, c'est pas fini. Est-ce qu'il y a des parcours, peut-être un ou deux particuliers qui vous ont particulièrement frappé, soit par leur richesse, soit parce que c'était quelque chose de parfaitement inattendu pour vous? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Des parcours de femmes ou des parcours dans Non. Prenons un point de vue un peu plus général sur votre bouquin, sur votre travail. Oui, bien sûr. Il y en a plein, mais notamment, je pense à, puisque ça va permettre de parler de Vincennes et du décloisonnement social, il y a un enquêté, Gilles, que j'appelle Gilles dans le livre, qui était ouvrier puis salarié au PTT, qui travaille à partir de 14 ans, alors qu'il voulait devenir instituteur, mais c'était pas possible, il n'y avait pas l'argent pour qu'il continue. Et donc il est d'abord à la CGT, puis au Parti communiste, et puis en 68, et donc il est marié, il vit dans un foyer, et il rencontre peu avant 68 une jeune étudiante d'origine ouvrière, mais étudiante, donc une intellectuelle de première génération, avec qui il a une histoire d'amour. Il m'explique aussi que mai 68, c'est l'ouverture des possibles, mais c'est aussi l'ouverture des possibles sexuels. Donc c'est aussi important aussi à rappeler cela. Et donc il va mener un peu une double vie un temps avant de quitter sa première femme. Et il va s'inscrire sous l'impulsion aussi effectivement de cette nouvelle compagne. Il va s'inscrire en sociologie à Vincennes dès la rentrée. Je crois que lui, il y rentre en 68 ou en 69. Et donc, puisque l'université expérimentale de Vincennes permet à des non-bacheliers d'accéder aux études supérieures. Et donc je passe vite parce que ce qui est important dans sa trajectoire, donc après il va être militant, en fait il va quitter aussi le Parti communiste puisqu'il est en désaccord avec les accords de Grenelle. Il trouve que ça ne va pas assez loin et il va rejoindre la gauche prolétarienne, la GP maoïste de Vincennes, où d'ailleurs un certain nombre de... ça le fait un peu sourire quand on lui dit qu'il faut qu'il aille s'établir, parce que, vous voyez, les établis, c'est ceux qu'il fallait aller en usine, mais lui, il venait du monde ouvrier, donc c'est aussi le moment... Il y a vraiment des destins croisés entre ceux qui quittaient les universités. Rappelons quand même l'établissement, donc, qui est pour un militant d'origine bourgeoise, l'idée d'aller partager la vie des travailleurs et donc de prendre un boulot à l'usine et de vivre avec les gens.
Ouais. En fait, ils n'étaient pas tous d'origine bourgeoise, mais oui, c'est des étudiants qui ont quitté Oui, leur c'est milieu vrai, et qui c'est vrai. ont masqué leur diplôme pour aller se faire embaucher comme ouvriers, et notamment selon la ligne du président Mao qui disait qu'il n'a pas fait d'enquête, n'a pas le droit à la parole, il fallait aller se fondre parmi les masses, mais il y a eu aussi des établissements trotskistes plus tard, etc. Donc lui continue à travailler au PTT tout en faisant des études. Je passe vite parce qu'il passe par plein de phases, il devient animateur socioculturel, etc. Mais en gros, ceci pour dire, et puis après il devient écolo, il vit en communauté, il change de compagne à chaque fois qu'il change politiquement, avec à chaque fois des compagnes de milieux sociaux plus élevés. Et donc cela pour dire que dans son cas, l'ouverture de l'université de Vincennes et le militantisme, qui a été pour beaucoup de personnes d'origine populaire, me disent, ça a été notre université, aussi l'importance de la formation qu'ont été un certain nombre de ces organisations politiques. Et il finit enseignant en sciences économiques et sociales et toujours militant jusqu'à aujourd'hui, ce qui me permet, bon, c'est dur de choisir une trajectoire parmi tant d'autres, mais qui me permet de dire qu'en fait, dans ceux sur lesquels, plus de 200 sur lesquels j'ai travaillé, tous ont cherché d'une manière ou d'une autre à continuer à changer le monde à leur échelle, de différentes manières. Ça me donne l'occasion de parler de reparler de sociologie. Vous me disiez au téléphone quelque chose que je trouve intéressant et important, qui est que finalement, quand on s'intéresse au peuple et à son destin, on peut s'intéresser aussi d'un point de vue un peu plus universitaire. Et donc, on fait de la sociologie. Oui, une des trajectoires collectives que je documente aussi, c'est les militants qui, en gros, avaient des intérêts politiques pour le peuple, qui les convertissent en intérêts savants pour les classes populaires. Et donc là, il y a beaucoup d'anciens militants, notamment, et des intellectuels de première génération, dont mon directeur de thèse, Gérard Mauger, beaucoup de bourdieusiens, qui en fait passent de Marx à Bourdieu et reconvertissent leurs intérêts politique pour le peuple en intérêt sociologique pour les classes populaires. Et donc il y a vraiment toute une génération qui se reconvertit dans les sciences sociales et dans la sociologie, avec là aussi, ça change en termes de sciences, effectivement, les pratiques de sociologie, avec notamment l'importance de l'enquête. Après avoir mené l'enquête en bon Mao, même s'ils n'étaient pas tous Mao, mais c'est l'idée de mener l'enquête, mais là en sociologie. Oui. Et aussi la réhabilitation du travail par récit de vie, pour être aussi au plus proche et d'une certaine manière donner la parole aux dominés. Donc on retrouve dans les pratiques d'enquête, les pratiques de la sociologie, effectivement avec un rejet de la sociologie très quantitative, mais aussi donc les récits de vie. Et on retrouve aussi, ça a aussi fait évoluer les objets de recherche, puisque dans ces reconversions d'intérêts militants en intérêts savants, professionnels, se développent des sociologies qui travaillent sur, j'ai dit les classes populaires, les marges, les drogues, les jeunes de milieux populaires. Donc on a aussi dans les objets même de recherche, on retrouve ces intérêts militants qui ont marqué ces décennies de sociologie. Et Jean-Pierre, qu'est-ce que vous pensez de ce retour à la science sociologique au service des dominés ? Alors, c'est l'occasion de rebondir, je voulais prendre la parole là-dessus par rapport à l'avortement. Oui. Il faut faire une parenthèse pour montrer aussi que ce mouvement, il a aussi initié ce qu'on peut dire une critique de la science. Je signale quand même qu'il y a des groupes féministes, mais pas seulement féministes, qui revendiquaient de se passer des scientifiques pour faire des avortements. Oui. Ça me paraît important, surtout dans la discussion ici. Moi, j'en ai fait partie avant 68 sur la fac de Nanterre. C'est à la fac de Nanterre où il y a eu un des premiers plannings familiales. Bon. Ouais. Donc, essayer de se passer, c'est une critique de la science qu'on retrouve en général par rapport à la médecine aussi. Oui, de la science de la médecine. Voilà. Et pour aller vite, puisqu'il y a pas beaucoup de temps, il y a un autre secteur qui me paraît important dans la critique, qui a initié, que 68 a un peu initié la critique d'une certaine science, c'est en ethnologie. C'est-à-dire il y a en essence une rupture avec l'idée que le progrès est inéluctable, il y a une linéarité de l'histoire qui place les sociétés en sociétés victimes finalement d'une obligation, et une négation complète du fait que des sociétés peuvent être amenées à choisir telle ou telle chose. Bon, c'est quand même l'époque où il y a une certaine rupture avec un marxisme trop classique. C'est l'époque où on lit beaucoup Malinowski, Margaret Mead, mais Clastres aussi. Oui. Bon, voilà. Oui, donc deux aspects, à mon avis, où il y a la critique de la science quelque part qui est initiée par mai 68.
et y compris donc de la sociologie. Qu'est-ce que vous... Je pense qu'on ne peut pas ne pas aborder dans ce débat, en tout cas à la fin, un petit peu une espèce de prospective, de se dire finalement qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui reste de l'esprit, qu'est-ce qui reste du concret, du matériel. Bon, sur la sociologie, j'en sais rien, parce que moi, j'ai participé un peu à ce qui est mis dans le film, là, la beau contestation, l'abominable. L'abominable. Le résultat de tout ça, c'est que j'ai quitté avec une joie incommensurable l'université juste avant que Mitterrand nous offre des postes. D'accord. J'en suis vraiment ravi. Voilà. Bon, c'est très bien. Et vous, Julie ? Oui, j'ai aussi un constat un peu sombre, c'est-à-dire que là j'étais dans une AG, je suis rattachée à l'école et hautes études en sciences sociales, et quand même aujourd'hui le mandarinat il n'a pas du tout été, je dis pas que c'est pareil qu'avant, mais il reste des pratiques très mandarinales, il reste du harcèlement sexuel et moral de la part d'hommes sur des femmes, et on est de plus en plus imbriqué dans tous ces trucs en ex, les LabEx, les IDEX, ces espèces de laboratoires d'excellence, qui va complètement à l'encontre des revendications de démocratisation de la science et de l'université. Donc on est sur un trend qui va... et avec en plus là, la loi actuelle qui veut introduire la sélection à l'université, il y a des échos extrêmement forts avec 68, mais extrêmement tristes, à mon sens. Écoutez, je vous remercie tous les deux. Je voudrais qu'on passe la parole à la salle. Je ne sais pas si un micro tourne, j'espère, je ne vois pas grand-chose. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer ? Comme j'ai Je vois pas de main levée. Me dites pas que vous avez aucune question, je n'y croirais absolument pas. Voilà, quelqu'un se dévoue. Oui. Et là-bas aussi, tout à l'heure. Je me dévoue. Alors, figurez-vous, d'abord, merci Universcience. Moi, ça fait au moins 5-6 ans que je viens ici à des conférences passionnantes. J'apprends énormément. Et merci. Elle dit que la Cité des Sciences... Oui, la Cité des Sciences, formidable. Mais alors, moi, j'ai une réflexion à vous faire. Vous parlez toujours d'égalité des femmes, etc. Et je n'ai jamais entendu ce propos que moi, je tiens. Il y aura égalité des femmes lorsque dans la religion, il y aura égalité. Car vous savez qu'en réalité, la civilisation, la religion est très importante. Dans la religion, il n'y a aucune égalité. Et tant qu'il n'y aura pas égalité dans la religion, vous pouvez dire ce que vous voulez, il n'y aura jamais égalité. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je ne l'ai jamais entendu dire, c'est mon idée propre, et je devrais aller voir Macron pour la défendre. Merci. Je ne suis pas sûre que ce soit lui qui résolve la situation. Jamais dit, et pourtant c'est capital. C'est quoi l'égalité dans la religion ? Alors, le fait que les femmes puissent être curées, quand même, l'accès au poste... Alors, l'égalité dans la religion, on dit que chez les protestants, il y a égalité. Mais les protestants ne forment pas une grosse pourcentage de la religion, je crois. Ils ont peut-être l'égalité. Monsieur, vous savez comme moi ce que c'est que l'égalité dans la religion. Il n'est pas religieux, mais voilà. Tendance à m'asseoir dessus, mais c'est bien. Bon, il y a une question là-bas sur. Je voudrais qu'on parle de 68 et de son héritage. Ma question, pourquoi on n'en parle pas ? Allez-y, allez-y. Merci pour cette présentation. J'aimerais juste savoir, en fait, comment vous définiriez mai 68 par rapport à quelles revendications ? Alors, on a eu des revendications d'étudiants, d'ouvriers. Quelle est la plus importante pour vous et pourquoi ? D'accord, donc qu'est-ce qui définit finalement la revendication de 68 ? Par rapport à ça, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que justement, les unes et les autres se sont écharpées pour à chaque fois dire ce qu'avait été vraiment 68 ou vraiment les 68ards. Et moi, l'enjeu de l'enquête, c'était de montrer qu'en fait, c'était une diversité, c'est un mouvement extrêmement complexe, avec des revendications extrêmement différentes, voire parfois contraires, et qu'on n'est pas là, en historien, pour dire que 68, ça a été ça. Par contre, on est là pour montrer la diversité, comme j'ai essayé de le faire rapidement là, des revendications. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y avait une chose qui
était plus importante que l'autre. Par contre, ce qu'on peut dire, parce que ça n'est pas assez dit, c'est qu'il n'y aurait pas eu ce moment critique, cet arrêt du temps, cette suspension du temps et toute cette libération de la parole, ce côté les rencontres improbables, s'il n'y avait pas la grève générale. Et donc, effectivement, le temps s'arrête, le temps s'arrête temporairement parce qu'il y a une grève générale. Donc, si je dis ça parce que souvent le pan ouvrier des événements est oublié. Mais après, je ne vais pas vous dire qu'il y a une chose qui est plus importante que l'autre. Par contre, je pense que c'est important de se rappeler que justement, ça n'a pas été que parisien, que étudiant, etc. Jean-Pierre. Il y a un fond qui couvre toutes ces revendications, c'est la critique de la hiérarchie. Voilà. C'est un mouvement anti-autoritaire. Ok. Quelqu'un d'autre? Écoutez, s'il n'y a pas de prise de parole, je vous propose qu'on s'arrête là. Je voudrais que vous remerciez mes intervenants en les applaudissant.